On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé. Peintre, romancier, dramaturge, auteur, compositeur et interprète, Serge Rezvani traverse près d'un siècle d'histoire européenne. Né en 1928 à Téhéran, d'un père persan et d'une mère juive russe, arrivé en France à l'âge de 1 an, il a fait de la langue française sa véritable patrie. De Montparnasse à la nouvelle vague du tourbillon, à la traversée des monts noirs, son œuvre explore l'amour, l'exil, la disparition, la liberté et la mémoire juive du XXe siècle. Aujourd'hui, à presque 100 ans, il continue d'écrire et nous avons voulu revenir avec lui sur cette traversée. Bonjour Serge Rezvani. Bonjour. Vous avez écrit « Je ne suis le fils de personne ». Qu'est-ce que cette phrase dit de vous, de votre vie ? C'est ma carte d'identité. J'avais un père persan, juif d'Isfahan, mais il ne me mettait pas en avant. Ma mère était, comme vous l'avez dit, en effet, juive ashkénaze, réfugiée de la Russie. Elle a connu la révolution russe, elle en a horriblement souffert. Donc, par chance, elle s'est réfugiée en Perse. Et là, dans un camp de transit, il y avait un interprète, qui était un jeune homme, mon père. Il l'a épousé sur le champ et il l'a quitté quasiment sur le champ. Voilà. Voilà comment je me suis retrouvé dans les bras de ma mère à peine âgé d'1 an en France. Elle l'a poursuivi, il est parti en France et elle l'a poursuivi sans jamais le retrouver. Et voilà quand je me suis retrouvé en France à l'âge de même pas 1 an, par chance. Quand vous dites que vous n'êtes le fils de personne, c'est aussi parce que vous avez très vite, très tôt, été orphelin. Non, vraiment, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas le sens de la famille. J'ai eu une mère qui était une femme assez extraordinaire, qui était plutôt... était une garçonne, à vrai dire. C'était une cavalière, c'était une femme chasseresse, très extravagante. Et donc, elle était un peu presque à l'étroit. Donc, on vivait... Elle avait trouvé une isba à Saint-Paul-de-Vence, sur l'emplacement de la fondation Markt. C'est quand même extraordinaire. C'est magnifique, oui. Où j'ai exposé, dès que je me suis mis à peindre, j'ai exposé dans la galerie Markt à Paris. Donc j'ai passé mon enfance sur l'emplacement. Là, aujourd'hui, il y a toute la peinture contemporaine. Et c'est comme une prédestination. Voilà, donc j'ai un grand lien avec le Midi de la France, très fort. Puis toute ma vie, je l'ai passé dans le Var. Votre mère, après, a été malade, a dû vous confier. Très malade. À l'époque, le cancer, on vous découpait vivant, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Elle vous a confié, vous avez... Ah non, moi je passais ma vie, je ne tenais pas debout, j'étais déjà dans des sortes de nurseries horribles, où je passais mon temps à vomir et par refus, et à saigner du nez. Non, non, j'ai eu une enfance très... On ne fait pas ça à un enfant, c'est la vie. Une enfance... Et tant mieux. Une enfance malheureuse, sans affection. Le malheur, il faut avoir un point de comparaison. Je n'avais aucun point de... Non, je n'étais pas malheureux, je souffrais. C'est très différent. Donc, et c'est ce livre, justement, que je viens de sortir, Les Méditations, parle justement comment on se forme. En fait, c'est l'histoire d'une formation personnelle et solitaire. Et un peu à rebours de ce qu'on pense habituellement, sur beaucoup de sujets. Voilà. Votre mère parlait russe, donc votre langue maternelle. Elle parlait yiddish, russe, et votre langue maternelle. Elle vous parlait en quelle langue à vous ? Ma langue maternelle était le russe. Le peu de temps que j'ai vécu avec elle, et puis finalement, comme on me jetait de pensionnat en pensionnat parce qu'on passait... à l'époque, on opérait les gens tout le temps avec le cancer, on les découpait vivants. Et donc, le peu de temps que j'ai passé avec elle, je parlais russe. Puis elle m'a jeté dans une pension catholique, je crois, à l'époque. Et je suis revenu, j'avais oublié le russe et je ne parlais plus que le français. Et je me suis accroché à la langue française depuis. Oui, vous dites que la langue française est votre véritable patrie. Ah oui.
Oui, j'ai une grande admiration. Oui, les auteurs français, bien sûr. Bah, mais une langue est faite par un peuple. Elle vient du caniveau, la langue. Hein. Après, il y a les académiciens qui la sacralisent. Mais à vrai dire, non, la langue, elle est vivante. Et cette langue vivante, je l'adore. Oui, elle est très belle. Tant qu'elle le reste. Et de votre père, vous l'avez retrouvé après? Oui, mon père, ma mère est morte en Pologne. Bon. Votre mère est morte dans le ghetto de Varsovie, je crois? Oui, oui, elle a été rejoindre sa sœur là-bas. Les Allemands étaient déjà aux portes de la France. Donc ça a été tout juste qu'elle n'a pas pu être déportée, puisqu'elle est morte juste là-bas. Et moi, je suis passé au travers. Elle est de France, elle est retournée en Pologne. Voilà. Et elle m'a abandonné auprès d'une institution juive américaine qui devait m'emmener en Palestine. À l'époque, on disait la Palestine. Et puis finalement, mon père a fait un procès. Il m'a récupéré, il m'a rejeté dans des pensions. Bon, c'est du Dickens. Oui, oh, d'accord. Et de votre père, parce que votre père était, je crois, danseur, magicien? Il était danseur, homme de théâtre et magicien. Un très grand magicien. Donc vous avez aussi hérité de cet art, de cette... J'ai hérité, heureusement, pas du mensonge. Je hais le mensonge, peut-être à cause de lui. Mais j'ai hérité de sa fantaisie, sûrement. Oui. Il me semble que vous peignez, vous écrivez des chansons, vous écrivez de la littérature. Pourquoi la peinture a été votre premier langage? Pourquoi vous êtes d'abord lancé dans la peinture? Oui, revenons à Freud alors, tout simplement. Qu'est-ce que fait un enfant? Il apporte ses excréments à sa mère. C'est le premier cadeau. Et sa mère dit « Oh, mais quelle horreur !» Il s'en va, il prend une feuille de papier, il la salit, il revient et sa mère dit « Oh, comme c'est merveilleux !» Première œuvre d'art. Et toute sa vie, le peintre est resté cet enfant-là. Il n'y a qu'à voir le tableau de Courbet, l'atelier. On voit le peintre et tous les poètes autour de lui. En fait, un peintre a besoin de livrer immédiatement ce qu'il a fait. Même un vieux peintre, hein, c'est toute sa vie, il reste un enfant sur ce plan-là. Même le plus intelligent et le plus secret des peintres montre tout de suite. Et au poète, l'écrivain, c'est le contraire, il cache. Donc en fait, vous avez dessiné, peint, pour offrir à votre mère, pour donner à votre mère? Pour établir un lien. Non, le besoin d'être admiré. J'étais tellement jeté de tous les côtés que finalement, la peinture m'a sauvé. Et évidemment qu'un peintre, pourquoi il peint et pourquoi il montre ce qu'il fait, a besoin d'admiration et de reconnaissance, évidemment, même s'il ne le dit pas. Non, un peintre, j'ai été peintre pendant 20 ans de ma vie, mais vraiment peintre, ça veut dire que j'exposais dans les galeries, dans les plus grandes galeries, au musée d'art moderne, et j'ai exposé même à Beaubourg. Donc vraiment, j'étais un peintre de métier, je pourrais dire, mais avec un certain recul. Quand j'ai considéré que la peinture était quelque chose de très beau, avec une sorte de mystique. Et vous, quand vous étiez peintre pendant toutes ces années, vous étiez à Montparnasse. Oui. Vous avez fréquenté quel peintre à l'époque, de cette époque de Les Montparnasse? peintres de ma génération, fréquenter. Vous savez, quand on est dans un atelier, on fréquente et on ne fréquente pas. On travaille beaucoup. On peint tous ensemble, on se montre nos tableaux, bien sûr. Mais donc j'ai eu quelques amis, Dmitrienko, Jacques Lanzmann, qui était peintre à l'époque, Arnal, Alechinsky, je ne sais pas, toute la génération. D'accord. Mais donc on a peint ensemble, et puis après on a même exposé ensemble. Mais, comment dire, toute cette période après-guerre, en fait, nous sommes des enfants de l'après-guerre. Des peintres de l'après-guerre. Il y a eu une cassure avec l'occupation, si bien qu'on ne savait pas qu'il y avait eu avant Kandinsky, Paul Klee, à peine Picasso. Donc on était à la rupture. Et puis, on a cru découvrir l'art abstrait, toute ma génération. On croyait être des grands découvreurs, donc tout était à balayer, sauf nous. Bon, on était jeunes, et c'est naturel.
Mais finalement, on avait un manque de culture complet sur ce qu'il y avait eu avant. Bon, on a eu la chance d'avoir le beau-père des Lanzmann, qui sont un peu devenu ma deuxième famille, puisque j'ai épousé Evelyne Lanzmann. Donc, la sœur de Claude et Jacques Lanzmann. De Claude et Jacques, oui. D'accord. Et donc Evelyne, qui est devenue après l'amie de Sartre pendant toute sa vie. Bref, il y avait plein de jeunes gens qui abordaient l'après-guerre sans une vraie connaissance de ce qui s'était fait avant-guerre. On savait qu'il y avait eu le surréalisme, puisque j'ai fait un livre avec Paul Éluard même, à cette époque-là. Mais on était dans une sorte d'ignorance. Il n'y avait pas de livre sur la Renaissance italienne, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. On avait très peu de documents sur le passé. Donc on inventait le présent, avec une certaine naïveté. Et finalement, je ne crois pas qu'il reste beaucoup de choses intéressantes, si ce n'est sur ce plan-là, de la recherche. Mais je pense que les grandes œuvres, bon, pour moi, ça s'est arrêté avec Monet, je pense, la peinture à l'huile. Et à quel moment vous êtes passé à l'écriture? À quel moment c'est devenu nécessaire pour vous, l'écriture? Mais ça a été une aventure très douloureuse, parce que donc j'étais peintre, je vivais difficilement de mes tableaux, je ne faisais rien pour que ça marche, mais j'avais tous mes copains qui travaillaient vraiment avec les marchands de tableaux pour établir les cotes, etc. Je bénéficiais de leur travail, à vrai dire. Mais dès que j'ai pu, je me suis éloigné dans le midi de la France, où j'ai peint, et où j'ai eu le malheur et le bonheur. Lula était très passionnée, c'était devenu notre aventure, la peinture. Elle était plutôt littéraire, elle peignait aussi. Et donc, très vite, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à trouver. Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve ». Moi, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Et à un certain moment, ma dernière exposition, c'était à Beaubourg. C'était pour l'ouverture de Beaubourg, donc au Centre culturel du Marais, par Beaubourg. Et à partir de là, j'ai dit, je ne vends plus de tableaux, je sors du système. Et je me suis mis à écrire. D'abord, j'ai commencé à écrire des chansons. Mais ça, c'était pour mon plaisir. C'était même pour séduire Lula. On ne vit pas 50 ans sans vie mondaine, sans télévision, à peine de cinéma, dans un lieu sublime, dans le Midi, mais un lieu clos. Il fallait beaucoup créer. J'ai beaucoup créé, Lula aussi. Et je pense qu'on a eu un jeu entre nous pendant 50 ans de suspense. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va se faire? En fait, on a inventé notre vie pendant 50 ans. À vrai dire, je m'aperçois que j'ai vécu 50 ans à côté de la société. Même des critères, tous les critères artistiques, j'ai été à côté complètement. Ça a été ma façon d'être heureux. Et vous avez aussi écrit donc, des chansons qui ont rencontré la nouvelle vague. Malgré moi, je suis devenu le musicien de ma nouvelle vague. Tout à fait. On ne le sait pas, mais c'est vous qui avez écrit la chanson Le tourbillon de la vie, chantée par Jeanne Moreau. Ah oui, toutes les chansons qu'elle a chantées, oui, c'est elle. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre avec Truffaut, avec Jeanne Moreau? Écoutez, ça s'est passé d'une manière très amicale, uniquement sur l'amitié. Donc on vivait très à l'écart. Jeanne Moreau et son mari, on les a connus très jeunes, ils étaient des jeunes comédiens. Bon, elle a réussi, donc, et quand on s'est établi dans le Midi, elle a acheté une propriété pas loin de chez nous, à la gare de Fresnay. Et donc, je chantais avec mes amis, et elle chantait toutes mes chansons entre nous. Puis Truffaut est arrivé, il les a entendues, il les a mis très très haut, mes chansons, et il souhaitait qu'elles soient célèbres, connues. Et moi, je les écrivais pour mes amis, pour mon tiroir. Sans Jeanne Moreau, sans Truffaut, on ne les connaîtrait pas. Je n'ai rien fait pour ça. Et même quand il y a eu le film, il m'a demandé cette chanson pour ce film, ça a été aussitôt une explosion. Et j'ai pris un pseudonyme justement pour rester. Je ne voulais pas du tout entrer dans le système et de la chanson et du cinéma, puisqu'il m'a demandé de jouer un rôle et je refusais. Je ne voulais pas non plus. J'aimais ma vie. Si bien que chez Jeanne Moreau, un jour, on a rencontré Orson Welles. Et Lula était très très belle. Vraiment, c'était une grande, grande beauté. Quand il l'a vue, il a dit « Mais vous faites du cinéma ?» Elle a dit « Non ». Il dit « Mais pourquoi ?» Et elle a répondu « J'aime ma vie ». C'est tout dire.
Voilà. Et vous avez aussi donc la nouvelle vague, donc il y a Truffaut, mais vous avez aussi rencontré Godard. Il est venu chez moi à l'improviste un jour demander des chansons. Et donc vous avez écrit aussi une chanson dans Pierrot le Fou. Est-ce que vous pouvez nous parler? Je n'ai jamais écrit une chanson pour quelque chose. Non, mais on la retrouve dans Pierrot le Fou. Mais je lui ai fait entendre, je l'avais. Et il a dit, ah oui, c'est celle-là, celle-là. Finalement, les gens demandaient des chansons, je leur disais, voilà, choisissez. Ils choisissent. Pouvez nous parler de Godard, de cette rencontre avec Godard? Oh, Godard, c'est un personnage. Quand j'ai vu son premier film, À bout de souffle, je me suis dit, j'aimerais bien connaître ce type, quand même, j'étais très enthousiasmé. Des années ont passé, et puis il est venu faire le repérage pour Pierrot le Fou, il est passé par chez nous, et en fait, Pierrot le Fou, c'était notre histoire. Nous avions quitté Paris, et c'était un film très... C'était vous et Lula? Avec Lula, on a quitté Paris, et il a repris un peu... Oh, c'est un film que moi je lis parce qu'il y a beaucoup de choses entendues de sa part, parce que c'est un homme méchant. Non, mais je veux bien vous croire. C'était sa qualité. Et même il était méprisant envers ceux qui étaient admiratifs de ce qu'il faisait. Il était très supérieur. Bon, moi j'ai eu un côté de Godard très particulier, très sympathique, parce qu'il a été étonné de voir un couple qui s'aimait vivre en pleine forêt dans un jardin sublime. Et c'était le sujet de Pierrot le Fou. Sauf que les femmes, pour Godard, étaient des emmerdeuses, et elles empêchaient l'homme de créer. C'est ça le film. C'est ça le film, tout à fait. Et il se suicide. Et là, il trouve un homme qui crée, qui surcrée. Je suis très créatif, pour amuser en plus, pour séduire sa femme tous les jours. Elle rit, elle est heureuse, et elle peint, et nos visions, elle vit très très heureuse dans un lieu sublime. Et quand il a vu ça, bizarrement, son film a bifurqué, et disons, je vois le rapport de notre vie. Il y a un livre qui est sorti sur Pierrot le Fou, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc Godard est arrivé chez nous, il était... comment dire? Il n'y croyait pas. Comme il a filmé, il a filmé chez moi, c'était surtout beaucoup à Porquerolles, et il nous a vu vivre, il a vu qu'on était tout simplement des gens heureux, qui nous étions rencontrés par une chance extraordinaire, quoi. Et c'était presque pas concevable de rencontrer, pour moi, une femme comme Lula. Et elle le disait, on a fait paraître ses carnets. Je ne sais pas si vous les avez lus. Non, je les ai. Elle a écrit de très belles choses. Voilà, donc finalement, avec Godard, on a eu un rapport, comment dire, il voulait prouver que ce n'était pas possible. Et il ne croyait pas en votre histoire? Si. Si, mais... Non, je sais qu'il y croyait, mais il a voulu, comment je dirais, mais c'était presque intime entre lui et nous. Un tiers ne pouvait pas lire les allusions qui sont tout le long du film, que c'est pas possible. On ne peut pas avec une femme partir vivre et écrire en plus. Mais voyons, c'est pas possible. Elle vous empêche. C'est des emmerdeuses. Quand elle dit je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je connais très bien le film. Voilà. Et donc vous avez vécu 50 ans avec Lula dans cette maison, oui. qui avait un nom, cette maison? La Béate, en plus. La Béate. C'était le nom d'une maison qui était bien avant nous. Et puis j'ai eu par la suite une maison à Venise, donc on s'est partagé entre Venise la Béate. Et la Béate était où exactement? C'est la gare de Fresnay, c'est à 20 km de Saint-Tropez, dans la colline. Voilà. Et donc c'était une vie à l'écart du monde? Complètement, oui. C'était un lieu fascinateur et je dirais presque hypnotique. C'était très très beau, en pleine forêt. C'était un Italien au siècle dernier qui avait construit une maison modeste, très jolie, italienne, et des jardins sublimes. Et on a vécu en vase clos, à 3 km de la première maison. C'était en pleine forêt. C'était un jardin dans une forêt avec une source. C'était un lieu extraordinaire. Voilà. Donc, comme vous le disiez, Lula était au cœur de votre vie. Peut-on dire qu'elle est devenue le personnage principal de vos livres? Donc, on a un recueil. On a les années-lumière, les années Lula, le testament amoureux. Tous ces livres, c'est Lula. Bien sûr. Mais à vrai dire,
la vérité. Je ne produisais pas des œuvres, je me servais de l'art pour la séduire. On a eu une histoire intime qui a duré 55 ans, qui s'est terminée malheureusement par Alzheimer pour elle. Ça a été très dur. Mais on a eu une vie tout à fait exceptionnelle. On a eu beaucoup de chance d'avoir une maison à Venise merveilleuse, d'avoir la Béate, qui était un lieu vraiment extraordinaire. Et puis on était jeunes, on était beaux, on se plaisait, on était très narcissiques, comme tous les couples qui s'aiment. Et ça a duré 50 ans. C'est merveilleux. Et vous n'avez pas eu d'enfants. Vos enfants, c'était vos créations. Moi, je ne tenais pas du tout. Lula était une fois enceinte. Elle n'a pas voulu le garder. Et finalement, qu'allions-nous ajouter à notre vie? Une troisième vie? Ça changeait tout. Donc, on était tellement heureux de notre vie, comme elle l'a dit à Orson Welles, qu'on n'a rien voulu toucher qui pourrait déranger notre désordre. Parce qu'un enfant, il faut rendre des comptes à la société, il faut qu'il aille à l'école, il faut ordonner sa vie. Mm-hmm. Alors, la société permet aux couples, en effet, de partir en voyage de noces. Alors, ils font ce qu'ils veulent, ils sont heureux, mais ils reviennent, elle avec un bébé dans le ventre, et il faut être productif, il faut rentrer dans le système. C'est pas que j'ai rien contre le système. Grâce à ce système, j'ai vécu sans être bouffé par un dinosaure, hein, quand même. Donc, merci à la société. Mais telle qu'elle se comporte aujourd'hui, et depuis toujours, je ne suis pas très copain avec elle sur le plan vraiment... Sur l'humanisme est un mot bidon. On s'en contente, je veux bien, mais moi pas. Donc voilà, on a fabriqué notre petite société à deux, avec beaucoup d'œuvres qui comblaient notre monde, et des amis, comme Truffaut. Des amis de passage qui passaient beaucoup. Ah, on n'avait pas de chambre d'amis. On ne logeait pas. Mais on avait beaucoup d'amis qui passaient, oui, bien sûr. Des peintres, des écrivains. Jeanne Moreau, qui avait acheté une propriété pas loin. On avait tout Hollywood qui défilait chez elle. On a toujours gardé le plus possible la distance, mais voilà. Après Lula, qui est décédée, elle avait la maladie d'Alzheimer, elle est décédée, vous avez écrit un livre. Bien sûr. Et puis vous avez eu un deuxième amour. Vous avez rencontré Marie-Josée Natt. Absolument. À chaque histoire d'amour, vous créez des œuvres pour les femmes, parce qu'avec Marie-Josée Natt, comment... Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Beauté, j'écris ton nom », où j'ai plus ou moins écrit sur cette rencontre avec Marie-Josée Natt et notre vie en Corse. Elle avait une maison sublime en Corse, c'était sur la mer. Elle m'a dit « Je te donne tout, viens vivre avec moi ». Je l'ai rencontrée par hasard et je n'étais pas du tout disposé ni disponible à avoir un nouvel amour, à recommencer une vie avec une femme. Mais elle m'a accueilli dans sa vie, mais surtout, et ça c'est important, c'est très important ce que je vais dire pour les gens où la femme ou l'homme ont la maladie d'Alzheimer. Il faut faire attention aux bandits. C'est comme à la jungle. Quand quelqu'un est faible, il y a tout de suite les prédateurs qui arrivent. La ville de Cannes est remplie de gens comme ça qui vont y mourir. Et il y a plein de bandits qui se refilent, ils appellent ça des chantiers, les vieux, pour leur soutirer tout ce qu'ils peuvent. Cannes est un coupe-gorge. Et d'ailleurs, partout où il y a des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, aussitôt, c'est comme un aimant, ça attire les prédateurs, les voleurs, ce qui s'est passé pour moi. Maintenant, il y a peut-être des structures qui se sont faites. À l'époque, il n'y avait rien. Je me suis retrouvé seul pendant 10 ans avec une femme malade qui se dégradait, que j'adorais et que je n'aurais d'ailleurs jamais laissée. Jusqu'au bout, je l'ai gardée. Mais donc, j'ai eu beaucoup de problèmes parce qu'à moi tout seul, c'était très difficile. Et je suis tombé sur des bandits, sur des tueurs même. Vraiment. Je prends ce raccourci, mais croyez-moi, je suis tombé sur... Mais c'est presque une sélection qui se fait de soi-même.
vous mettez un être faible au bord de la route et vous avez tout de suite, évidemment, quelqu'un pour dévorer cet être faible. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes et quand Lula est morte, Marie-Josée Natte est arrivée à ce moment-là et moi je m'en sortais plus. Ces gens, ils avaient pris ma maison, ils s'étaient installés là-bas. Vraiment, c'est bon, ça mérite pas. Mais ça mérite que je le dise quand même réellement pour les autres, pour qu'ils sachent bien qu'il faut faire, que c'est horrible. Parce que les gens profitent de vous à ce moment-là, quand vous êtes faible. Et donc, Marie-Josée Natte, qui a vu une femme très douce, très, très amoureuse, très, je veux dire très... oui, mais elle avait des qualités de mec. Et là, elle m'a sorti d'affaire de ces gens-là. Elle a réussi à les chasser. Et on a eu une vie pendant 15 ans merveilleuse en Corse. Sauf que, quand j'ai écrit mon livre, je me suis aperçu que tout simplement, elle était entrée dans la coquille vide de Lula. Elle était comédienne. Et finalement, j'écrivais des chansons. Je continuais à écrire des chansons. J'écris des chansons sur elle. Je l'ai peint. J'ai fait beaucoup de tableaux d'elle. Donc, elle est rentrée finalement. Moi, j'ai continué à vivre tel que j'étais. Mais elle, elle était vedette. Elle a tout abandonné pour vivre. Et en fait, elle avait vécu avec moi 15 ans la vie de Lula. Et quand elle est morte, je me suis aperçu que tout simplement, elle était entrée dans la peau de Lula. Oh, mais je ne le dis pas, c'était très beau. Hein. Mais oui, c'est vraiment... ça pourrait faire une très belle nouvelle, mais ça fait un livre. C'est magnifique ce que vous dites. On va parler d'un autre roman que vous avez écrit, qui ne parle plus d'amour. C'est La Traversée des Monts Noirs. C'est un roman qui semble traversé par l'absence et qui est lié à la Shoah. C'est le roman, pour moi, c'est le roman de ma mère. Il n'y a pas de tombe. C'est un roman justement qui symbolise toutes ces personnes qui ont été privées de sépulture. Absolument. Entre autres. Entre autres. Pouvez nous parler de qu'est-ce qui a suscité l'écriture de ce roman et qu'est-ce qu'il exprime? Le fait qu'en effet, ma mère a disparu. Il n'est rien resté. Même les quelques affaires que j'avais, elle m'avait offert un violon. C'était une très, 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 très bonne violoniste. On a tout volé autour de moi. Je n'ai rien de ma mère. Qu'un souvenir de folie absolue. Car le fait de savoir j'étais un enfant, elle m'adorait, comme toutes les mères. Toutes les mères sont névrosées, ça va de soi. Et donc, l'idée qu'elle allait mourir était pour elle insupportable. Elle me disait tout le temps, elle parlait très mal français, moi mourir bientôt. Moi. C'était la phrase qui revenait tout le temps. Et moi, j'avais 8 ans, 7 ans. J'étais un petit enfant. Et pour moi, le mot mort et mère se sont mélangés vraiment pour toujours. Et finalement, quand j'ai commencé ce livre, oui, j'ai eu besoin de parler d'aller à sa recherche. Bon, c'est beaucoup plus vaste que la recherche de la mère. Hein. C'est la recherche des origines aussi, sûrement. Et bon, ça se passe entre Israël, évidemment, ça se passe en Russie, ça se passe un peu partout. Et en vérité, c'est mon livre, le plus essentiel. Sans que je puisse dire exactement. Ce n'est pas un livre qui dit exactement. C'est pas une épopée juive, disons, du tout. Est-ce que c'est pas plutôt une épopée diasporique du juif en exil? Oui, j'ai pris comme métaphore les oiseaux. Donc, pour moi, le peuple juif, c'est un peuple d'oiseaux qui a essayé de se poser toujours. Maintenant, il est posé et il le paye très cher. Tant que les juifs n'avaient que leur intelligence et ne possédaient rien, ils étaient très riches. Ça donnait les plus grands penseurs, les gens très intelligents, obligatoirement. Mais dès qu'un peuple a un lieu à défendre, il devient comme tous les autres. C'est tout. Oui, dans ce livre,
vous comparez ça aux oiseaux, donc c'est comme un peuple migrateur. Absolument, absolument. Et puis, il y a un personnage qui est le Palestinien, oui, que j'ai, à cause de Kafka, bien sûr, je l'ai appelé l'arpenteur sans arpent. Les Juifs ont été des arpenteurs sans arpent pendant quelques millénaires quand même. Et on n'en sort pas si facilement que ça. Il y a quelque chose d'autre. Disons, ils n'ont pas eu qu'à défendre quelque chose, bien que, paraît-il, mon grand-père, du côté de ma mère, avait des terres et faisait de la vodka, mais en grand. Donc, en Russie, quand on lit Tchekhov, j'ai traduit Tchekhov pour la Comédie Française, du Platonov. Évidemment que c'est bourré d'antisémitisme. Le juif, c'était celui qui achetait les terres aux pauvres, aux goy, bon, bref, c'est toujours la même chose chez Tchekhov. Mais il y a eu des juifs pour me reprocher d'avoir gardé l'antisémitisme de Tchekhov. Il fallait couper, mais non, il fallait bien montrer comment se comportaient les gens. Et c'est très intéressant dans Tchekhov, parce que c'est avec talent, avec sensibilité, et cet antisémitisme est très intéressant, justement. Il faut au contraire le garder. C'est un monument. Bien sûr. Vous disiez, en parlant donc de la traversée des monts Noirs, que le peuple juif était un peuple migrateur, comme les oiseaux, et qu'à partir du moment où ils se sont posés, ils sont devenus comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que peut-être que la création de l'État d'Israël était une erreur, ou que le sionisme n'était pas une bonne idée ? Non, c'était une chose magnifique. Je pense que non, ça a été une idée universelle, ça a été une idée, c'est une ouverture énorme. Évidemment que l'histoire juive, je la connais pas très bien, mais suffisamment quand même pour me rendre compte que c'est une épopée extraordinaire, qui est unique, qui se détache de tous les autres peuples, par le fait qu'ils étaient juifs et que finalement ils n'avaient plus de terre, ils n'avaient pas de lieu, et qui se sont resserrés autour d'une religion, autour de la Bible. Il n'y a qu'à lire, ce ne sont que des noms accolés les uns, un tel, fils d'un tel, fils d'un... Bon, cette généalogie, finalement, l'arbre solide du monde juif, c'est la généalogie. Mais je pense qu'elle était très extraordinaire. Et après toute l'histoire juive, jusque-là, Herzl, heureusement qu'il n'a pas connu ce qui est par la suite. C'était un homme, un humaniste, quoi. Et tous les premiers colons, les premiers kibbutz, ça a dû être un moment fabuleux. Donc, non, je pense que dès l'instant qu'on possède quelque chose, qui que ce soit, juif ou pas juif, écoutez, c'est pas compliqué. Quand on n'a pas d'argent, on y pense tout le temps. Quand on a de l'argent, c'est fait pour ne pas y penser. Et au contraire, les gens qui ont de l'argent ne partagent plus, ne donnent plus, amassent. Bon. Dès qu'on a un État, il est naturel qu'on tombe dans les schémas de tous les États qui ont toujours existé. Herzl a souhaité inventer un État qui serait justement pas du tout conforme à... Malheureusement, l'homme est l'homme. Et dès l'instant qu'on possède un bout de terre ou quelque chose, on le défend. C'est naturel. Ensuite, bon, ça a été quand même, comment dire, c'est un corps étranger ça a été reçu par les Arabes, bien que cousins, bien que très proches. En Iran, je crois que les Juifs et les Iraniens et les Persans s'entendaient très très bien. Il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas, en Palestine, je ne sais pas. Bon, je connais l'histoire, bien sûr, mais bon, il était naturel que ceux qui possédaient quelque chose se défendent, ne voulaient pas que les autres le possèdent. Disons que les réflexes ont été naturels à tous les êtres humains. Et bon, en fait, ça a été un piège épouvantable, Israël, finalement, pour les Juifs. Et il est naturel qu'il soit devenu ce qu'il est. Il est naturel que de Russie sont arrivés même la religion est devenue très forte. Quoi, c'est pas à moi de raconter tout ça, vous le savez mieux que moi.
Mais je pense qu'il suffit d'y réfléchir un peu pour comprendre que cette situation est terrifiante aujourd'hui. Écoutez, j'ai écrit des articles au Monde. Avant, je donnais un article, il paraissait. J'ai écrit un article sur l'Iran il y a 2 ans, 3 ans, en disant qu'il fallait absolument empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique. Le Monde ne l'a pas passé. En fait, la gauche française, elle est pro-iranienne. Il faut s'en demander. À cause des Palestiniens. Vous avez écrit d'ailleurs une chanson mais qui s'appelle « En Iran ». Et alors, vous écrivez « En Iran sévissent les assassins, on y torture, on y fusille au quotidien ». Qu'est-ce qui vous a donné le besoin d'écrire ça? J'ai eu ni la chance ni la malchance. Il se trouve que j'avais un père iranien, je suis né à Téhéran, le temps d'y naître. Et du temps du Shah, comme on parlait pas mal de moi, j'avais des livres qui me... Bref, le Shah d'Iran m'a fait contacter à l'époque par son Premier ministre, et Oveida, et donc qui était adorable. Il me téléphonait en me disant, écoutez, revenez en Iran, le Shah va vous acheter pour le palais des tableaux, on vous donne Persépolis pour votre théâtre. Vraiment, il n'avait qu'à rentrer, et puis bon, il devenait riche. Ça ne m'intéressait pas. J'ai écrit une pièce de théâtre à cette époque-là, qui a été jouée à Avignon, où je commençais à me renseigner sur l'Iran, et je me suis aperçu qu'il se passait des choses horribles. Il y avait la Savak, qu'on torturait. Parce que ce sont les mêmes qui aujourd'hui, les passes d'Aran, c'était la Savak d'avant. Donc j'ai pris parti contre le Shah. Et même j'étais le premier à parler de Khomeini, en bien, en disant il y a un prêtre en Irak qui répercute la voix des jeunes révolutionnaires contre le Shah, parce que l'Iran était... Mais c'était rien à côté de ce qui se passe maintenant, évidemment. Donc j'ai écrit une chanson à l'époque du Shah, contre le Shah, en disant ce qui s'y passait, qu'on y torturait. J'ai été condamné à mort par la Savak, à l'époque. Et donc là, je considère que ce qui s'est passé en Iran était tellement violent, et je me suis dit, m'étant trompé comme Foucault sur l'histoire de Khomeini, parce que j'ai cru que ça serait bien, que le Shah soit renversé, qu'il y ait une démocratie, et Khomeini était un petit curé, qui était là-bas en Irak. Donc je me suis bien trompé. Et finalement, je me sentis obligé, moi qui avais écrit une chanson contre le Shah, d'écrire une chanson pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc si vous l'avez lu, je dis la vérité, toute simple. Les boucles libres sur les joues d'une jeune fille, beaucoup trop belle pour mériter la vie, fut torturée, violée, fut mise à mort, pour avoir juste écarté son chador. Les femmes en noir interdites de soleil auront des enfants en deuil éternel. Telle est devenue la Perse d'antan, assassinée par ses passes d'Aran. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez de ce qui se passe aujourd'hui, de la guerre israélo-américaine en Iran? Est-ce que ça vous donne une inquiétude ou de l'espoir? Ah non, moi je crains. Moi, quand j'ai écrit Le Monde a refusé mes articles. Il faut débarrasser de la démocratie en Iran, et puis c'est tout. C'est un peuple qui veut une démocratie. C'est un vieux peuple. C'est des gens intelligents. C'est horrible ce qui se passe en Iran aujourd'hui. C'est vraiment un immense camp de concentration. On va reparler un petit peu de la place du judaïsme dans votre vie, parce que ce judaïsme vous a été un peu transmis par votre mère. Ma mère m'a mis dans des pensions juives, mais j'étais très petit. La guerre... c'est une association américaine qui devait me conduire en Israël. Et donc, elle m'a fait, à l'âge de 9 ans, elle m'a fait circoncire. Pourquoi à 9 ans? Elle ne m'avait pas fait circoncire jusque-là. Et pour que je sois vraiment juif. C'était très important pour elle. Oui, pour que cette association, et même l'association. Ah, d'accord. Donc j'ai été très tardivement circoncis. Personnellement, je ne connais rien à la religion juive, du tout.
Elle n'était pas pratiquante? Non, ma mère était beaucoup plus compliquée que ça. Elle était Baya, elle était Gurdjieff. Vous savez ce que c'est Gurdjieff? Non, expliquez-moi. C'était un mage. Bon, beaucoup de juifs se sont regroupés autour de lui. Non, c'était une dissidente, c'était une femme extravagante, ma mère. Et donc, juive, bien sûr qu'elle était juive, mais plus compliquée qu'une bonne juive, bien dans le bon. Elle était inventive, disons, dans sa religion. Quand vous voyez réapparaître l'antisémitisme en France et les actes antisémites, est-ce que quel sentiment avez-vous? Vous avez un sentiment du retour du passé? Vous savez, il y a eu Gobineau, il y a eu Céline, mais l'antisémitisme est fondamental. Tout l'Occident. Mais les Juifs n'avaient qu'à ne pas être singuliers, ils n'avaient qu'à pas être intelligents, ils n'avaient qu'à pas accepter de vivre vraiment sans rien posséder d'autre que leur vie et leur famille, leur groupe. Ils se sont distingués. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils veulent? La jalousie, ça existe, hein? C'est tout. Et la recrudescence de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, il n'a rien d'étonnant. Et ça vous fait peur pour les Juifs en France? Écoutez, je pense qu'un homme comme Mélenchon, il aurait été allemand. En France, il y a plein de possibles bourreaux. Je pense que, vous savez, les gens qui ont fait Auschwitz et les gens qui ont fait ce qui s'est passé avec les Allemands, c'est des gens normaux qui l'ont fait. C'était le boulanger du coin, c'était vraiment les gens auxquels vous serrez la main tous les jours. En France, demain, j'ai écrit une chanson, je ne sais plus laquelle, où je dis que demain sera comme hier, quoi. C'est fatal. Que je ne m'étonne pas, disons, de ce qui se passe. L'antisémitisme n'a rien d'étonnant. Ils n'ont rien inventé. Ils l'ont reçu comme ça. La France est antisémite. Mais je pense que l'Occident, l'Amérique est antisémite. Bien qu'il y ait un lobby juif. Mais qu'est-ce que c'est à côté de ce qui se passe là-bas? Donc je pense que, quant à dire faire peur, je vous avouerai que j'ai peur de l'humanité. Vous avez presque 100 ans, vous continuez d'écrire, de 100 peindre. 100 ans moins 2. 100 ans, 98 ans. Quand vous regardez votre vie, qu'est-ce que vous voyez et comment vous pourriez résumer votre traversée du siècle en une phrase? J'ai mon slogan. Il faut savoir ce qu'on ne veut pas vivre. Tout le monde dit, je sais ce que je veux vivre. Il faut savoir ce qu'on ne veut pas vivre. Et la vie vous donne tout le reste. C'est tout. Et je peux le dire, je suis une parfaite illustration de ça. Je savais très bien ce que je ne voulais pas vivre. Je signale que vous venez de sortir un nouveau disque, un nouveau CD qui s'appelle « Ça s'est passé à Montparnasse ». Donc c'est un concert que vous avez donné, Serge Rezvani avec Nathalie Hakoun. Et un livre aussi qui vient de sortir, Serge Rezvani, Méditation, 98 ans de réflexion, aux éditions Les Belles Lettres. Et puis tous vos romans, chacun peut les retrouver dans sa librairie, Les Années-Lumière, Les Années-Lula, Le Testament amoureux, J'avais un ami, Les Repentirs du peintre, La traversée des monts noirs et d'autres et d'autres et d'autres. Et vous allez encore écrire. Merci Serge Rezvani. Merci à vous. Le soleil descendait peu à peu sur Paris, qui doucement s'allumait des mille feux de la nuit. C'était un soir de mars de l'an 2023, du joli mois de mars. Et c'est toi que je vois. D'en face, tu traversais le boulevard sans savoir que c'était bien vers moi que te poussait le hasard. Je t'avais remarqué du fond de la terrasse du Select, boulevard du Montparnasse. Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard.
c'était déjà écrit, annoncé quelque part. Moi qui ne croyais plus ni en rien ni en moi, voilà qu'une vie nouvelle s'ouvrait grâce à toi. Vers moi tu t'avançais, juste au moment exact Où jamais je ne t'ai dit, se chantait dans mon casque. chantait qu'amour ne rime jamais avec toujours, et que survit en sursis l'amour au jour le jour.